Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va passer en revue les premières positions d'un fonds Small Cap Value proposé par State Street. Alors c'est un ETF qui s'appelle ZPRX et on va regarder tout de suite ses principales positions. Pensez à vous abonner à la chaîne et on commence tout de suite. Donc ici, les principales positions de cet ETF, c'est... Alors on a surtout des métaux, ThyssenKrupp, voestalpine, SSAB aussi, ça c'est sur les métaux. On a des banques, on a services temporaires, des assurances et deux boîtes d'équipementiers auto. K plus S, ça c'est plutôt du mine de potasse et de sel. Donc on voit que c'est quand même en effet des secteurs value. On va aller tout de suite regarder les métriques sur Coifin. Je vous ai préparé la watchlist. On se met les entreprises triées par capitalisation boursière. On a le nom d'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la market cap, le revenu, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, la valorisation avec valeur d'entreprise sur EBITDA, price earning et price to free cash flow. Pour les banques plutôt, la valorisation par rapport au bilan en termes d'actifs et en termes d'actifs tangibles, la rentabilité avec le rendement des capitaux investis ou le rendement des fonds propres en fonction du type d'entreprise, l'endettement de l'entreprise, le dividende s'il y en a un, le payout ratio de ce dividende quand il est disponible et le rendement de l'actionnaire également pour voir s'il y a des rachats d'actions ou des dilutions. Ensuite, les free cash flow pour comparer au bénéfice net pour savoir si le dividende est bien payé comme il faut par les bénéfices nets ou en fait si les free cash flow ne correspondent pas au bénéfice net, eh bien le dividende est peut-être payé à crédit. On va aller regarder ça tout de suite. On commence tout de suite avec la banque italienne Banca Montepaschi di Siena. On est sur le market cap de 10,4 milliards, donc je ne vois pas pourquoi c'est dans un ETF small cap, mais passons. Croissance du chiffre d'affaires rythme annualisé sur 5 ans de 6,3%. Donc pour la banque, ça sera plutôt croissance du produit net bancaire. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est ce que Coifin prend en compte. On est sur un price earning de 5,2. Donc là, c'est tout à fait value. En Europe, on est plutôt sur des price earning de 10 pour les banques. Donc là, on est vraiment en moitié prix comparé à la médiane européenne. On a aussi une décote sur les actifs tangibles. Alors légère décote, on a 10% de décote avec un prix sur actifs tangibles de 0,9, donc 10% de décote. Un rendement des fonds propres tout à fait intéressant à 18% et un rendement du dividende qui est à 3,3%. Alors on n'a pas l'info qui s'est chargé pour le payout ratio, il faudra vérifier ça séparément, mais ce qu'on peut dire sur Banca Montepaschi di Siena, c'est que c'est pas très cher. On est sur une marge de sécurité du point de vue flux et du point de vue bilan, une bonne rentabilité des fonds propres et avec un dividende intéressant. Reste à vérifier si ce rendement est soutenable ou pas. Moi, je suis à l'écart des banques, évidemment, je vous le dis à chaque fois, mais si vous êtes intéressé par les banques, celle-ci peut être intéressante. Ensuite, Raiffeisen Bank, une banque, alors ça sera plutôt une banque autrichienne ou allemande, si je ne me trompe pas. On est sur 9 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires de 10,1% en rythme annualisé sur 5 ans. On a 5 en price earning. Pareil, là, on est vraiment value. Et encore plus de décote sur les actifs tangibles. Donc, c'est toujours pareil, pour les banques, il faut aller regarder de quoi il s'agit dans ces actifs tangibles, qu'est-ce que la banque inclut dedans. Donc il fallait lire le bilan des banques et moi je n'ai pas le courage de faire ça, je pense que c'est beaucoup trop compliqué, il faut être un spécialiste du secteur. Cela dit, on a un rendement des fonds propres qui est à 10%, donc c'est tout à fait correct, un rendement du dividende qui est à 4,4%, mais un rendement de l'actionnaire à 4%, donc c'est-à-dire qu'il y a un peu de dilution sur cette banque. On a un payout ratio à 44,7%, donc le dividende est soutenable à ce niveau-là. Pareil, Raiffeisen, ça peut être intéressant, c'est pas très cher payé, il y a de bonnes rentabilités. Si vous êtes intéressé par le secteur bancaire, pourquoi pas. Ensuite, SSAB, donc là on est sur plutôt les métaux, 7 milliards de dollars US de market cap, 6,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Comme on est sur une entreprise qui est exposée au prix de la matière première, le chiffre d'affaires c'est pas forcément très intéressant, il faut regarder surtout la croissance en volume. On n'a pas l'info ici, donc ça c'est quelque chose à aller confirmer dans les rapports financiers. On a un peu des métriques contrastées en termes de valorisation, puisqu'on a 4,8 en valeur d'entreprise sur EBITDA, ce qui est vraiment pas cher payé. On n'a pas de dette au bilan, donc là, la valeur d'entreprise, c'est uniquement la market cap, donc c'est vraiment pas cher payé. On a un price earning de 12, c'est, on va dire, moyen comme niveau de valorisation, c'est pas non plus bradé, et des price to free cash flow à 21, ce qui nous fait comprendre que les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc attention, pourquoi, il faut aller voir, est-ce que c'est une dépense en capital? Dans ce cas-là, c'est pas très grave si c'est une dépense en capital exceptionnelle, si ça permet aussi de développer l'outil industriel. Donc là, on est sur quelque chose qui est un peu, on va dire,
qui est décoté, mais qui a un problème dans la génération. Enfin, il y a pas de free cash flow, quoi. Et ça peut être justifié en fonction de la stratégie du management. On est sur un rendement des capitaux investis à 7,3%, ce qui est tout à fait convenable en Europe, surtout vu le secteur d'activité. Et le rendement du dividende est intéressant à 7,1%. Toutefois, le payout ratio, il est supérieur à 100%, puisqu'on a 76 en payout ratio par rapport aux bénéfices nets, mais les free cash flow sont moins élevés que les bénéfices nets. Et donc, comme on paye le dividende avec le free cash flow, en fait, à mon avis, ce niveau-là n'est pas soutenable. Pareil pour le rendement de l'actionnaire, il y a des rachats d'actions qui sont faits, mais je pense que c'est pas soutenable à ce niveau-là. Si c'est ponctuel sur l'année et que l'année prochaine, on a des free cash flow qui reviennent, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est un peu dangereux. Donc, cette entreprise, ça peut être intéressant si vous aimez les secteurs cycliques. Il y a une décote et il faut aller vérifier pourquoi la dépense en capital, pourquoi les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. ThyssenKrupp, c'est un conglomérat allemand très orienté sur l'acier. On est sur 6,5 milliards de dollars US de market cap, pas de croissance du rythme du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples, là en valeur d'entreprise sur EBITDA, on a 4, c'est vraiment value aussi. Il y a dû avoir une perte, oui, il y a une perte en fait. Alors c'est une perte comptable, parce que le price earning n'est pas calculé, et on a une perte ici, mais les free cash flows sont positifs. Donc là, il y a dû avoir une dépréciation exceptionnelle chez ThyssenKrupp, à vérifier. En price to free cash flow, ça reste un peu cher payé. Mais en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas très cher payé, donc il faut aller voir de plus près à quel flux il faut se fier pour valoriser l'entreprise. Il n'y a pas de dette, donc la valeur d'entreprise c'est uniquement la market cap, donc on n'est pas biaisé non plus par une forte dette. Donc à vérifier pourquoi est-ce qu'on n'a pas beaucoup de free cash flow, est-ce qu'il y a aussi une dépense en capital importante, pourquoi on fait une perte. En tout cas il y a une décote sur le bilan, donc là il y a une marge de sécurité. Rendement des capitaux investis qui est faible à moins d'1%, rendement des fonds propres négatifs, effectivement on fait une perte. Il y a un dividende, mais je pense qu'il ne devrait pas être payé ce dividende, puisque on fait des pertes, et puis les free cash flows sont un peu bas, donc peut-être qu'on en a besoin pour investir dans l'appareil productif. Donc là vraiment ThyssenKrupp, à première vue je dirais passez votre chemin, mais il y a peut-être en fait une opportunité value, parce qu'il y a une décote sur l'entreprise Solida, il y a une décote sur les actifs tangibles. Donc ça apporte une marge de sécurité, et ça nous dit, la valeur d'entreprise Solida, qu'on est quand même sur une bonne génération de résultats, de résultats opérationnels, et c'est en dessous dans le bilan qu'on a des éléments qui viennent réduire les free cash flow et qui viennent faire en sorte que les bénéfices nets soient négatifs. Donc ça vaut le coup d'être étudié de plus près. Adecco Group, on est sur le travail temporaire, 5,4 milliards de dollars US de market cap. Il n'y a pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça, c'est pas incroyable, parce qu'on n'est pas sur un secteur cyclique, mais en rythme annualisé, on aimerait quand même qu'il y ait un peu de croissance, puisqu'on va dépendre quand même, on n'a pas d'impact du coût des intrants, en fait. Donc on va dépendre des salaires, en fait, du niveau du coût de la main-d'œuvre. Et même si c'est cyclique, sur 5 ans, on aimerait quand même que ce soit positif. Donc là, il y a quand même un point d'inquiétude sur Adecco. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on est à 8,3, en price earning à 17 et en price to free cash flow à 9,2. Donc il doit y avoir de l'exceptionnel pour les bénéfices nets, puisque les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Les deux multiples, valeur d'entreprise sur EBITDA et price to free cash flow, nous disent qu'on est quand même assez plutôt value. Un bon rendement de capital investi à 6,3%. Mais il y a de la dette, toutefois il y a 2,2 fois la dette nette sur EBITDA, ça c'est un peu lourd pour ce type d'entreprise cyclique en plus. Rendement du dividende à 5,2% avec un rendement de l'actionnaire à 8,8%. Donc il y a des rachats d'actions sur cette entreprise. Payout ratio supérieur à 100%, donc le dividende n'est pas soutenable avec les bénéfices nets, toutefois on est au double des bénéfices nets en termes de free cash flow, donc le payout ratio est en réalité à 70%. Ensuite, score, on est sur l'assurance, 5,3 milliards de dollars US de market cap, pas de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On est sur, donc là comme on est sur l'assurance, ce qui est plus intéressant c'est normalement regarder le price earning. Malheureusement, Coiffi ne nous sort pas la valeur du price earning ici. On est sur, comme on a 5,3 milliards de market cap et qu'on a un bénéfice net qui est quasiment nul. En fait, le price earning il est quasiment infini sur score. Là, sur les 12 derniers mois, on a 4 millions de résultats nets, donc quasiment rien. On n'a pas de décote, donc pour les assurances, ce qu'il faudrait regarder, ce qu'il faut regarder, c'est la décote par rapport aux actifs tangibles et le rendement des fonds propres. Il est quasiment nul du coup pour score. Il y a un énorme rendement du dividende et maintenant il est versé, le payout ratio est hyper élevé, donc il est versé potentiellement à crédit. Bon, moi je suis à l'écart des assurances parce que c'est compliqué à analyser et honnêtement je sais pas le faire, donc plutôt à l'écart. Voest Alpine, on est sur l'acier.
à nouveau, une société autrichienne, elle a 4,7 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 4,2%, ce qui est pas si mal, hein, surtout pour une société qui opère dans le secteur cyclique. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on est à 6, en price to cash flow, on a 12,9, mais on a fait une perte en 2024, donc méfiance, il faut vérifier à quoi est due cette perte. Est-ce qu'on a de l'exceptionnel, est-ce qu'on a une dépréciation, et en réalité, est-ce que les free cash flow représentent la profitabilité de l'entreprise? À vérifier. Moi, j'ai envie de dire qu'on est quand même sur des multiples qui sont plutôt value, donc on a en plus une bonne marge de sécurité sur les actifs tangibles, on est à des cotés à 20%, donc là, marge de sécurité sur l'acier, mais en général, hein, en Europe, vous allez voir que la plupart des entreprises qui opèrent dans l'acier ont des décotes sur les actifs tangibles, hein. On peut citer ArcelorMittal, on peut citer Aperam, on peut citer Jacquet Metals, on peut citer Acerinox, et j'en passe, hein, ThyssenKrupp, on l'a vu au-dessus, donc sur l'acier, en Europe, en général, c'est très décoté, et finalement, il y a des opportunités dans le domaine. On fait on rendement du capital investi à 4%, ce qui est quand même un peu médiocre, et on est à près de 3 fois la dette nette sur EBITDA. Donc la faible rentabilité fait qu'on doit s'endetter quand même. La méfiance sur ce dossier. Il y a un dividende qui est payé, peut-être qu'il ne devrait pas l'être, surtout si on fait des pertes. Maintenant on a les free cash flow pour payer le dividende, donc si c'est ponctuel cette perte et si c'est dû à de l'exceptionnel, c'est pas un souci. Donc voestalpine, le seul point qui me fait un peu douter, c'est quand même cet endettement qui est important. C'est peut-être un peu dangereux. Ensuite, K plus S, on est sur un producteur de potasse et de sel, si je me trompe pas, on est sur 2,6 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans qui est intéressante à 7,5%. Valeur d'entreprise sur EBITDA de 5,7, donc ça c'est value aussi comme multiple. On a fait une perte également, donc à voir. Là on fait un résultat, enfin on a des free cash flow positifs pour le groupe, mais ils sont faibles quand même. Comparé à la market cap, on n'est pas sur quelque chose de très élevé. Hein. Donc là je pense que cette société a aussi des problèmes de rentabilité, il n'y a pas de dette, donc ça sauve un peu le dossier. On voit que le rendement de l'actionnaire est à 5% contre 1% en termes de rendement du dividende, ça veut dire qu'on fait des rachats d'actions assez intéressants sur ce groupe-là. Donc peut-être qu'on est en bas de cycle, et peut-être qu'il y a une opportunité à se placer maintenant, vu qu'il y a une énorme décote sur actifs tangibles, hein, on est à 0,4, donc là vous avez une énorme marge de sécurité sur les actifs ici. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on n'est pas mauvais. Après, on a un problème de génération de cash sur l'entreprise. Donc, ça mérite d'être étudié de plus près, parce qu'une telle décote, quand même, ça peut être intéressant. Et en plus, on voit qu'on a du résultat opérationnel et de la croissance. Donc, on est peut-être en bas de cycle et c'est peut-être intéressant à aller creuser de plus près. Valeo, on est sur les équipementiers auto. C'est un secteur qui est en très grande souffrance en Europe. 2,6 milliards de dollars US de market cap, 2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, valeur d'entreprise sur EBITDA de 3,5, c'est vraiment pas cher payé. On a un price to cash flow de 1,6. Alors là, c'est vraiment pas cher payé. On a une décote sur le bilan. Toutefois, c'est pas une décote sur actifs tangibles, donc les décotes sur le bilan, il faut vérifier, parce que s'il y a du goodwill, des écarts d'acquisition en fait, et qu'on est décoté par rapport à des écarts d'acquisition, ça veut rien dire, parce que si on a fait des acquisitions qui sont pas terribles, eh bien le marché a raison de décoter. Il y a un rendement des capitaux investis qui est à 7%. Donc finalement c'est pas si mal, on arrive à générer du résultat opérationnel quand même sur Valeo, et on a un endettement net sur EBITDA qui est en dessous de 2. Donc c'est pas un niveau d'alerte, c'est pas trop élevé non plus comme niveau, donc pourquoi pas un rendement du dividende à 4% et un rendement de l'actionnaire à 4,8%, donc on fait un peu de rachat d'actions. Les free cash flows sont largement plus élevés que les bénéfices nets, alors qu'on a un payout ratio de 60%. Donc en fait, on a largement le moyen de payer ce dividende et de rémunérer l'actionnaire via des rachats d'actions. Valeo, moi je suis plutôt sceptique sur le secteur, mais en fait en voyant ces métriques-là, ça mérite quand même d'être creusé. Est-ce que Valeo finalement arrive à survivre dans ce contexte, ce marasme des équipementiers auto et du secteur des constructeurs auto? C'est possible, donc ça mérite quand même d'être étudié de plus près. On a Forvia après, donc toujours le même secteur, équipementier auto, 1,9 milliard de dollars US de market cap, 8,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, une valeur d'entreprise sur EBITDA de 4,2, un price to cash flow de 1,1, donc c'est encore plus décoté, un price to book à 0,4. Alors, faut voir ce qu'il y a dans les actifs. Est-ce qu'il y a des écarts d'acquisition? Dans ce cas-là, il n'y a pas de marge de sécurité. Nous, ce qu'on aimerait, c'est plutôt une décote sur actifs tangibles.
Rendement des capitaux investis à 5,3%. Toutefois, on a fait une perte, hein, donc à vérifier de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce qu'on a fait une perte alors qu'on a des free cash flow positifs? Est-ce qu'il s'agit d'une dépréciation ou de l'exceptionnel qui font qu'on fait une perte? Et on est un peu endetté quand même sur Forvia à 2,6 fois la dette nette sur EBITDA. Il y a un rendement de l'actionnaire à 5,8%, donc il doit y avoir des rachats d'actions assez massifs sous cette entreprise. Moi, je suis plutôt à l'écart également de Forvia, vu le secteur. Alors, qu'est-ce qu'on prendrait dans cette liste? Eh bien, moi je n'investis pas dans les financières, donc Score, Banca, Montepaschi et Rafiden, j'évite. Ensuite, les équipementiers auto, c'est trop compliqué pour moi, trop cyclique. Il nous reste du coup tout ce qui est métaux en fait, hein. Et puis Adecco, alors Adecco pareil, c'est cyclique, je suis pas fan du secteur du tout, qui dépend du coup de la manœuvre et la réglementation en Europe. Donc pourquoi pas du ThyssenKrupp, mais on fait une perte, donc il faut vérifier est-ce que c'est une perte comptable ou pas. Pourquoi pas du SSAB, qui est quand même assez décoté hein, finalement, et pourquoi pas Voestalpine ou K plus S, mais là pareil, vous vérifiez pourquoi est-ce qu'il y a des pertes et des free cash flow positifs. Est-ce que ça c'est ponctuel, est-ce que c'est durable? À vous de faire le travail de votre côté. J'espère que cette revue vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.